Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. C'était l'une des plus anciennes guerres civiles au monde. En Colombie, les FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie, et le gouvernement ont signé un accord de paix historique qui met fin à 52 ans d'un conflit armé dévastateur. 220 000 morts, 7 millions de déplacés. Mais comment passe-t-on de la guerre à la paix? Comment devient-on citoyen lorsque l'on est guerriero depuis toujours? Notre correspondante en Colombie, Pascale Mariani, s'est enfoncée au cœur de la jungle amazonienne, dans les territoires contrôlés par les FARC, afin de rencontrer les hommes et les femmes du Front 57. Quelque part, dans les forêts du Choco, au nord-ouest de la Colombie. C'est la fin d'une époque pour les guerrilleros des FARC. On est habitué à vivre comme ça, alors c'est dur. Il va falloir s'adapter à une nouvelle vie. Après un demi-siècle de conflit, FARC et gouvernement viennent de signer la paix. Mais comment terminer une guerre commencée il y a si longtemps? La plupart des guerrilleros restent sur leur garde. On garde toujours nos affaires dans nos sacs. Ici, j'ai mon ordinateur, mes clés USB, tout ce qui me sert pour travailler, au cas où on doit partir en vitesse. Le jour où je serai désarmé, je ne craindrai plus personne. Mais tant que j'ai une arme, je me méfie. Nos ennemis ne nous oublient pas. Et l'État n'est pas notre seul ennemi. Le conflit colombien est complexe et n'est pas pour autant résolu. D'autres acteurs armés, comme les paramilitaires, continuent de sévir. Mais pour les FARC, la guerre est finie. Dans les prochains mois, ils déposeront les armes. Ils devront se réintégrer à la société avec leur traumatisme de guerre. Avant, on ne pouvait pas se baigner comme ça. On restait cachés parce que dès qu'un avion nous détectait, il nous balançait des bombes. Le gouvernement nous traitait de terroristes, mais ce sont eux les vrais terroristes. Comment peut-on lancer des bombes de 250 kilos sur des êtres humains? Ça, c'est pour tuer des animaux. Ces dernières années, les FARC ont subi la pire offensive militaire de leur histoire. La guérilla a perdu ses principaux chefs et plus de la moitié de ses effectifs. À gauche! Marche! Restez concentrés. Restez concentrés. Regardez. Faites comme moi. Pas comme ça. Les exercices militaires sont plus détendus. Les ambitions politiques ont pris le pas sur la mystique guerrière. Il n'y aura pas de marche arrière. Pour les FARC, les armes font partie maintenant du passé. Nous lutterons avec nos idées. Les FARC comptent à présent sur des personnalités plus politiques. C'est le cas de Nathalie Mistral, une Française originaire de Montpellier. Je suis une des chargées d'organisation et de quelque chose comme relations publiques. Donc recevoir les membres du parti clandestin pour leur donner des orientations, mais aussi recevoir tous les Colombiens qui veulent parler avec nous. En ce moment, il y en a plein. Mais cette réunion est réservée aux guerrilleros du Front 57. L'ordre du jour, les accords de paix conclus à Cuba avec le gouvernement. Camarades, bonjour. Nous vous avons réunis aujourd'hui afin que, conformément aux principes démocratiques qui régissent notre organisation,
tous les combattants puissent donner leur avis et exposer leurs préoccupations. Nous ne sommes pas autorisés à y assister. La réunion dure toute la journée. Tous les guérilleros approuvent les accords de paix et ont pleinement confiance en nos dirigeants. C'est la première conclusion. Deuxièmement, de manière générale, les guérilleros se demandent comment va se passer concrètement notre transformation en mouvement politique et comment va s'organiser la vie de chaque guérillero, même si nous continuerons à fonctionner comme un collectif. Les FARC ont prévu de devenir un parti politique. Je vais voir les photos. Bientôt, les uniformes vert olive ne seront plus qu'un souvenir. On voit à peine la tête d'Indira. Avant, prendre des photos de la guérilla, c'était interdit, y compris d'avoir avec nous des photos de nos proches. Dans un combat, l'ennemi pouvait tomber dessus et se venger sur nos familles. En 52 ans de maquis, la guérilla des FARC est passée maître dans l'art de la clandestinité. Elle compte 6 à 8 000 combattants dans tout le pays. Nathalie Mistral est guérillera depuis 15 ans. Elle a quitté une vie confortable en France pour rejoindre les rebelles marxistes. Moi, je me sens pas seulement française, je me sens citoyenne du monde. Je sens que j'appartiens plus aux gens du peuple, on va dire, et du peuple du monde, de tous les peuples, aux gens opprimés, qu'à un pays en particulier. Non. Comme tous les guérilleros, Nathalie Mistral a une arme, mais elle ne s'en est jamais servie. C'est mon arme de notation. Tu la portes des fois quand tu sors du campement? Toujours. Toujours, mais souvent cachée ou dans un sac. Quand tu mets une arme sur la table, même si ton intention c'est pas de t'en servir, il y a un effet intimidant qui n'est pas bon pour le dialogue. Les armes sont de plus en plus délaissées. Une petite révolution est en cours pour cette guérilla longtemps coupée du reste du monde. Les nouvelles technologies remplacent peu à peu l'arsenal militaire. Ces armes vont être fondues et on va en faire un monument, qu'elles reposent en paix et qu'on n'ait plus jamais à les utiliser. Jamais. Le Front 57 a même accès à Internet, grâce à une antenne satellite. Ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'interactions. On a un Facebook, donc il faut l'alimenter, il faut être au courant de ce qui se passe. La guérilla se soucie maintenant de son image, sérieusement écornée par des années de violence. La guerre en Colombie, c'est une guerre pour de vrai. Et les guerres sont jamais très propres. La guerre, c'est pas humain. Donc, il y a eu des erreurs, il y a eu des mauvais choix. Les enlèvements, par exemple. Les FARC y ont renoncé il y a quelques années, après avoir libéré leurs derniers otages politiques. Les simples combattants utilisent aussi les réseaux sociaux, mais pour communiquer avec leurs familles. Dans les campements, les visites des proches sont désormais plus faciles. Je ne les avais pas vus depuis 2 ans. La mère de Cristina a fait 24 heures de voyage pour rendre visite à sa fille guérillera. Elle lui a amené son fils de 12 ans. Cristina le lui a confié quand il n'avait que quelques mois. Je ne sais pas ce que c'est d'être mère. Je ne l'ai pas élevé. Et je n'ai jamais vécu avec lui. Dans l'organisation, c'est impossible de garder nos enfants avec nous. Il faut se soumettre aux règles et s'en séparer. Même si c'est difficile. Cristina s'est engagée dans les FARC à l'âge de 15 ans.
Sa mère n'a rien pu faire pour l'en empêcher. Je Je ne m'en suis pas remise. C'est quelque chose d'horrible. J'en souffre encore aujourd'hui. La jeune femme ne sait pas si elle retournera vivre avec sa famille. Comme pour tous les guérilleros, son avenir est incertain. Dans la région, à des heures de bateau à la ronde, c'est le front 57 qui commande. Les FARC organisent régulièrement des réunions avec les civils pour expliquer les accords conclus à La Havane avec le gouvernement. Ils appellent ça la pédagogie de la paix. Je vous laisse poser vos questions. Moi, il y a quelque chose qui me préoccupe. C'est pas le processus de paix, mais les paramilitaires et la délinquance. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Le gouvernement s'est engagé à lutter contre les paramilitaires et le crime organisé. Il est important que la communauté continue de dénoncer ce qui se passe. Et s'ils nous tuent tous, qui c'est qui va dénoncer? Personne ne va pouvoir dénoncer. Dans cette partie du Chocó, le contrôle absolu des FARC empêchait que les paramilitaires ne prennent d'assaut la région, stratégique pour les trafics d'armes et de drogue. Oui, c'est très contradictoire avec l'image qu'on a, mais les gens ici ont très peur qu'on s'en aille. On n'a pas l'intention de s'en aller, de jamais revenir. Ce qu'on va faire, c'est laisser les armes, mais maintenir la présence politique. Le grand absent ici, c'est l'État. Le Chocó est l'une des régions les plus pauvres du pays, sans route ni aide sociale. Le village n'a pas d'électricité et faute de professeurs, l'école est fermée. La guerre, c'était une excuse pour tout ça. Et on va voir ce qui va se passer maintenant que les FARC déposent les armes. Pour les habitants de ces régions, la paix est une opportunité pour sortir de l'oubli et de la misère. Quelques jours plus tard, dans le sud-est colombien, à l'autre bout du pays, les savanes du Yari sont un des bastions des rebelles. A continuación, daremos paso al himno de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. C'est ici qu'ils ont convoqué leur congrès national. La 10e conférence des FARC depuis 1964 est la première à ne pas être clandestine. Un dernier pas décisif dans la métamorphose de la guérilla. Tout l'état-major est présent. Hace uso de la palabra el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, comandante... Sur l'estrade, Timochenko. Il y a quelques mois à peine, c'était l'homme le plus recherché de Colombie. Si nuestros adversarios quieren pregonar que ganaron la guerra, allá ellos. Para las FARC-EP y nuestro pueblo, la mayor satisfacción será siempre haber ganado la paz. Le congrès a été convoqué pour faire ratifier par les guérilleros les accords conclus avec le gouvernement de Juan Manuel Santos. Ses principaux points sont le développement agraire, la justice transitionnelle, la réparation des victimes et la participation des FARC en politique. Le congrès se déroule à l'écart, sous ses tentes. Des centaines de journalistes sont accrédités. C'est un peu le baptême médiatique de la guérilla. Qu'est-ce qui a été le plus dur pendant toutes ces années? Prisonniers des FARC libérés pour l'occasion par le gouvernement se joignent à la fête. Nous sommes les prisonniers politiques. Nathalie Mistral et Pablo Atrato sont venus représenter le Front 57. Les FARC sont une organisation verticale. Le verdict est sans surprise. Toutes les conclusions sont unanimement en faveur de la paix. Les guérilleros renoncent officiellement à la lutte armée, mais tous partagent une même crainte. La peur qu'on a, c'est d'être tué dans n'importe quelle rue du pays par les paramilitaires.
C'est un phénomène qui augmente tous les jours. Des gens du peuple avec des revendications sociales qui sont assassinés. Et l'État ne fait rien pour éviter ça. Mais l'heure est plutôt aux réjouissances. Dans ce campement voisin, comme dans tous ceux du pays, les guérilleros pensent déjà à autre chose que la guerre. Maintenant, on passe notre temps à chanter. Ça nous rend heureux. Ces combattants du bloc oriental des FARC, autrefois le plus redouté du pays, ont constitué une chorale. La plupart des guérilleros continueront à militer au sein du futur parti politique des FARC. Pour les Colombiens, à présent, le défi est de réussir la réconciliation. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Avec 6 mines ouvertes et une vingtaine de projets en cours, l'Espagne attire l'industrie minière, pourtant moribonde en Europe. La plus vieille industrie du continent européen semble renaître de ses cendres. Baisse des coûts de production, terrain géopolitique sûr, crise économique et appui des administrations favorise l'arrivée des investisseurs étrangers. Le prix des métaux à la baisse ne semble pas y mettre un frein. Ces investissements sont surtout stratégiques pour assurer l'approvisionnement européen en matières premières, en cuivre, zinc, plomb, tungstène et métaux rares, dont la production est essentiellement aux mains de la Chine et des pays émergents. Mais cette exploitation qui permet de relancer des sites à l'abandon dans des zones gangrénées par le chômage se fait parfois au détriment de la protection de l'environnement. C'est un reportage signé Valérie Labonne. À quelques encablures de la frontière avec le Portugal se trouve la mine à ciel ouvert de Barrueco Pardo. Ouverte pendant la Seconde Guerre mondiale, cette mine de tungstène est abandonnée depuis les années 80. Rafael Patino, tout comme son père, y a travaillé. Oui, c'est dans cette maison que je vivais. Il y avait 3 employés. Là-bas, il y avait le mécanicien, là un autre, et puis ici, ma famille. Au plus fort de son exploitation, plus de 1000 ouvriers se bousculaient ici, faisant vivre tous les villages voisins. Puis est arrivée la crise du secteur minier et la fermeture. Beaucoup de gens ont dû faire face au chômage. Plus de travail, surtout les plus vieux. D'autres ont cherché une solution, ils sont partis. Certains vers le nord, d'autres vers Madrid. Mais l'espoir revient dans le village. L'entreprise Saloro, filiale de l'irlandaise Ormond Mining, va recommencer l'exploitation du site d'ici moins d'1 an, avec à la clé 300 emplois. 1850 tonnes de minerais seront sorties de terre chaque année, soit 12% de la production mondiale. À quelques kilomètres de là, le Canadien Almonty, leader mondial de l'extraction de tungstène, a réouvert la mine de Los Santos en 2008. Longtemps en déclin, l'industrie minière séduit de nouveau en Europe. L'Espagne offre des infrastructures, une main-d'œuvre qualifiée et surtout une sécurité qui suscite l'intérêt des investisseurs étrangers. Le tungstène a été déclaré d'intérêt stratégique par l'Union européenne à cause des risques de pénurie qui existent. Le tungstène est principalement utilisé dans le secteur automobile, pour la fabrication de pièces de perforation et dans l'industrie de l'acier. C'est grâce à ses qualités de très haute résistance. On le retrouve également dans les téléphones mobiles, les avions et les trains. L'Union européenne l'a inclus dans la liste des matières premières critiques car 85% de la production est entre les mains de la Chine. Aujourd'hui en crise, l'Empire du Milieu ne consomme plus toute sa production et inonde le marché. À ce moment précis, le prix de vente du minerai est en dessous de notre coût de production. Bien évidemment, nous pensons à nos actionnaires. Cette période difficile va être très courte et les prix vont repartir à la hausse. De par mon expérience, je sais bien qu'il y a toujours de tels cycles.
L'exploration et de nouvelles techniques d'extraction vont permettre à la mine de fonctionner jusqu'en 2028. Les règlements nationaux et européens les obligent à minimiser l'impact sur l'environnement. Les anciennes mines doivent être rebouchées avec les décombres des nouvelles, et ce n'est pas tout. La revégétalisation progressive du terril va empêcher les impacts négatifs de l'érosion et diminuer la poussière portée par le vent. L'activité minière est également très présente dans la région de Séville. Ici, tout le monde connaît la mine de cuivre d'Aznalcóllar. Le 25 avril 1998, un bassin de rétention cède, déversant une boue chargée de métaux lourds. C'est la plus grosse catastrophe écologique en Europe. Antonio Ramos, voisin des lieux, se souvient. C'est là, juste en face, là où se trouve le talus, que se trouvaient les bassins de rétention. C'est la digue du plus grand bassin dans la zone sud qui s'est rompue et plus de 7 millions de mètres cubes de boue toxique se sont échappés. Des milliers d'animaux sont morts. Le parc de Doñana, réserve de la biosphère et patrimoine de l'humanité, a aussi été touché. Malgré cela, Grupo México a obtenu l'autorisation de réouvrir la mine d'Aznalcóllar. Ce dernier a été impliqué dans un accident du même genre au Mexique en juin 2014. Antonio regrette que les autorités n'aient pas appris de leurs erreurs. Ces autorisations sont accordées sans trop d'hésitation, car à la clé, ce sont des votes garantis. Notre région manque de travail. Il y a beaucoup de personnes au chômage, et c'est pourquoi créer des emplois à n'importe quel prix, ça reste une très bonne affaire électorale. L'écologiste ne croit pas aux efforts de l'industrie, qui selon lui est là pour tirer un maximum de profit au détriment de la nature. À Aguas Teñidas, la société Matsa prétend qu'avec les techniques actuelles, la protection de l'environnement est garantie. Aujourd'hui, la législation, tout comme la stratégie des entreprises, font qu'il est pratiquement impossible qu'un tel accident se produise. Désormais, nous utilisons une pâte sèche, une sorte de ciment que nous mélangeons à l'eau. Dans le cas improbable où la digue céderait, la boue n'avancerait pas plus de 20 ou 30 mètres, car elle n'est plus du tout fluide. Avec 30% de chômage, l'Andalousie a fait le pari de l'industrie minière au détriment de l'environnement. Le gouvernement local se sert de l'exemple de la Galice et du Pays Basque, où l'industrie du charbon à son époque a permis l'essor économique de ces régions. Depuis 10 ans, plus d'une vingtaine de mines ont réouvert ou sont sur le point de le faire en Espagne. Ces derniers mois, la situation économique s'est gravement détériorée au Venezuela. Le président Nicolás Maduro affronte une crise sans précédent avec des pénuries d'aliments, une hyperinflation et une violence endémique partout dans le pays. La vie quotidienne est devenue un véritable parcours du combattant. Après 17 ans de règne chaviste, une ambiance fin de règne s'est emparée de Caracas, la capitale. C'est un reportage de Margot Louzion, Pascal Mariani et Juan Orozco. Comme beaucoup à Caracas, Irma est une mère de famille au bord de la crise de nerfs. Voilà le résultat de 5 jours sans eau. C'est comme ça qu'on vit maintenant, les Vénézuéliens. On a perdu notre qualité de vie. Comme vous pouvez le voir. On était de la classe moyenne et maintenant on n'est même plus ça. Regardez dans quel état est la cuisine. C'est comme ça qu'on vit maintenant qu'il n'y a plus d'eau. Là, elle vient juste d'arriver, donc je fais tourner la machine à laver et je remplis des récipients pour pouvoir cuisiner. L'eau, mais aussi l'électricité sont rationnées, officiellement en raison de la sécheresse. Mais pour la plupart des Vénézuéliens, ces pénuries sont dues au chaos qui règne dans le pays. Les aliments aussi sont rares. Irma a constitué des stocks depuis l'année dernière. J'ai dû acheter comme ça, en grande quantité, parce que ça fait 2 mois que je n'ai pas eu le temps d'aller faire la queue au supermarché. Si on n'avait pas stocké tout ça, on n'aurait rien dans cette maison. Depuis fin avril, pour consommer moins d'énergie, les écoles sont fermées le vendredi et les fonctionnaires ne travaillent plus que 2 jours par semaine. Cela ressemble à une économie de guerre. Ma fille, des fois, éclate de joie au supermarché quand elle voit qu'il y a de l'huile. Elle me dit « Maman, maman, il y a de l'huile » ou « Il y a du sucre ». Non, ce n'est pas ça que je veux pour mon pays. J'en peux plus.
3 ans après la mort d'Hugo Chavez, le Venezuela socialiste semble à la dérive. Avec la chute des prix du pétrole, les caisses de l'État sont vides. L'économie subventionnée a cessé de tourner et l'inflation est la plus forte du monde. Acheter sa nourriture relève du combat quotidien. Les denrées de base se vendent au marché noir 10 à 20 fois plus cher que le prix fixé par le gouvernement. Devant les supermarchés, les files d'attente sont interminables. Je suis sortie de chez moi à 4 h du matin, j'ai fait plusieurs endroits pour rien. Tout ce que j'ai pu acheter, c'est un paquet de farine de maïs, rien de plus. Il faut qu'on en finisse. Celui qui doit partir partira, on va le virer du pouvoir. De plus en plus de Vénézuéliens réclament le départ du président Nicolás Maduro, le successeur d'Hugo Chavez. L'opposition a recueilli près de 2 millions de signatures pour un référendum révocatoire. Mais le gouvernement fait tout pour retarder la procédure. En attendant, la crise touche toutes les classes sociales. Jusqu'à l'année dernière, en cumulant 4 emplois, je gagnais environ $300 par mois. Cette année, toujours avec 4 emplois, je ne gagne plus que $100 et ça va encore diminuer à cause de la dévaluation de notre monnaie. Efraïn est chirurgien, spécialiste en traumatologie dans des hôpitaux publics de Caracas. La santé gratuite était l'une des fiertés du régime chaviste. Ce médicament-là, vous pouvez aller le réclamer gratuitement à la pharmacie de l'hôpital. Ça fait 1 an que c'est cassé. Et je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a des mouches, beaucoup de mouches. Voilà tout ce qu'on a comme bandage, 6 petits rouleaux. On a quelques gants aussi. Et ça ici, c'est chinois, c'est de très mauvaise qualité, ça arrache la peau. Faute de devises, le Venezuela peine à importer fournitures et médicaments essentiels. Les médecins dénoncent une crise humanitaire. Dans tout le pays, des patients meurent en raison des pénuries. Mais le pire des problèmes reste l'insécurité. Vous vous demandez pourquoi j'ai toujours mon sac sur moi? Eh bien, si je le pose, on me le vole. On me l'a déjà volé plusieurs fois. Les victimes de vols et d'agressions sont le lot quotidien. Du coup, de nombreux citoyens décident de faire justice eux-mêmes. Les lynchages à Caracas sont de plus en plus fréquents. Nous avons 1 ou 2 cas par semaine, parfois plus. Une violence portée à son paroxysme dans un pays qui ne croit plus en ses institutions. Dans cette seule rue, 11 personnes ont été lynchées en 6 mois par les riverains. 5 en seraient mortes. Ici, si un voleur se fait attraper, il n'a plus qu'à prier. Soit la police le sauve, soit les gens le tuent. Caracas est aujourd'hui la ville la plus dangereuse au monde. Chez les défenseurs du régime, l'enthousiasme semble retomber. En ce 1er mai, lors du traditionnel défilé, les rangs sont clairsemés. Les chavistes vivent dans la nostalgie du président défunt. Je suis venu marcher parce que j'appuie la révolution. Chavez a fait des choses importantes. Nous ne voulons pas que ça se perde. Tous les pronostics donnent Nicolás Maduro perdant si un référendum révocatoire est organisé. Après 17 ans de révolution, le désastre économique pourrait être fatal au gouvernement chaviste. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Cette semaine, Code 24 vous emmène dans le monde féerique de la mode et des défilés. Direction les coulisses de la Fashion Week parisienne. Vous découvrirez l'envers du décor de ce cercle très fermé et partirez à la rencontre des acteurs du monde de la mode.
Bienvenue dans ce nouveau numéro. On dit souvent que Paris est la capitale de la mode. C'est vrai, enfin en partie. Il y a aussi New York, Londres, Milan. Ces hauts lieux du chic organisent chaque année leur Fashion Week. Cette semaine, ça se passe à Paris. C'est un événement incontournable pour les grandes marques, pour les grandes maisons. Comment ça marche? Qui participe? Regardez le mode d'emploi. La Fashion Week ou Semaine de la mode en français, c'est the place to be, là où les grandes marques de vêtements présentent leurs nouvelles collections. Ça, tout le monde le sait, mais attention, ce n'est pas si simple. Des Fashion Week, il y en a de toutes les couleurs. Pour les hommes, les femmes, pour les saisons automne-hiver, printemps-été, pour le prêt-à-porter en septembre et en mars, et la haute couture en janvier et juillet. Cocorico, ça c'est une spécificité française. Ils sont seulement 13 à avoir cette étiquette, autorisée par une commission de professionnels puis validée par le ministère de l'Industrie. Le travail doit être fait à la main, compté entre 15 et 100 000 euros la pièce. Paris compte 6 semaines de la mode, soit 93 défilés au cours d'une seule année. Mais des Fashion Week, il en existe un peu partout dans le monde, 500 défilés chaque année. Mais seulement 4 sont incontournables. Les Big Four, elles se suivent invariablement dans le même ordre. Chaque édition commence à New York, se poursuit à Londres, s'arrête à Milan pour enfin finir à Paris. Autrefois, les collections étaient toujours présentées 6 mois avant leur arrivée en magasin. Aujourd'hui, certains vêtements sont disponibles tout de suite, ou presque. Et surtout, ce travail d'incrustation, c'est un travail de fou. Il y a peut-être 400 heures de travail sur cette robe. Ah oui. Nous sommes dans le 2e arrondissement de Paris, dans l'une des boutiques d'Alexis Mabille. C'est le créateur au nœud papillon. Il a rejoint en 2012 le cercle très fermé de la haute couture. Bonjour Alexis Mabille. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre boutique. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous préparez une Fashion Week? Alors quand on prépare pas une Fashion Week, on prépare une collection plus. Parce qu'après la Fashion Week, c'est l'ensemble de toute la profession qui présente des vêtements, des bijoux, des accessoires, etc. pendant une semaine à la presse internationale. Mais autrement, de manière très classique, plusieurs mois à l'avance, on travaille sur les tissus, les dessins. Moi, je dessine en fonction des tissus, ou inversement, où on crée des tissus pour nous, en fait, avec des fabricants qui sont proches de notre travail depuis un certain temps. Et puis, au fur et à mesure, on construit une collection en faisant des patronages, des essayages, jusqu'au moment où le vêtement est prêt à être fabriqué dans la matière propre. Donc, c'est le travail d'une année? Non, pas une année, c'est beaucoup plus court. Il faut compter à peu près 4 mois à l'avance. Il y a trop de collections dans une année pour travailler autant à l'avance. Est-ce qu'il y a un thème phare cette année? Est-ce qu'il y a une tendance? Alors chaque saison, en tout cas beaucoup pour le prêt-à-porter, a une tendance forcément, mais qui est le fil conducteur d'un style. Parce que chaque maison, on a notre propre style qui nous appartient. Et on vient le réinterpréter d'année en année pour aussi amuser les clientes, les attiser, leur donner l'envie de venir nous voir. Du coup, est-ce qu'il y a un style Alexis Mabille? Oui, le mien, c'est sûr. Bon, après, qui est lié à la frivolité, à un certain type de femme. C'est plutôt une attitude que, à proprement dit, une forme spécifique. Après, le nœud papillon fait partie de mon univers parce que j'ai commencé par le mixte. Donc, le masculin-féminin est très important dans mes collections, mais toujours avec cette espèce de féminité où on n'est pas dans un univers androgyne. Donc, il y a ce côté masculin volé au vestiaire de l'homme, avec des détails comme le nœud papillon, la veste smoking, mais qui sont twistés avec un sport chic. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous inspire dans votre création? C'est assez générique, c'est tout ce qui peut être autour de moi, des gens, des expos, une découverte dans la rue, une façade d'un immeuble, ça peut être tout. Je suis pas forcément très premier degré dans mes thématiques, je préfère travailler sur un mood, une sensation plutôt qu'une histoire parfois un peu trop premier degré. Alors vous venez de Lyon, vous travaillez aujourd'hui à Paris. Est-ce que la mode française finalement se résume à la capitale, à Paris? Non, la mode française, c'est un tout. C'est des fabricants qui sont un petit peu partout en France, des artisans. C'est des façonniers aussi qui sont un peu partout. Chaque région a des spécialités. Dans le Nord, c'est plus la chemise. Dans le bassin parisien, c'est plutôt du tailleur. Après, du flou qui est fait un peu partout, etc. Et puis, alors Paris est centralisé parce que c'est là où on présente les shows, etc. Et qui est une grande ville avec beaucoup de passages internationaux et les journalistes viennent là et tout se passe ici. Mais après c'est un tout
qui créent une profession. Merci beaucoup Alexis Mabi et puis bonne Fashion Week à vous. Alors après la création, place au défilé, on connaît la partie visible avec les mannequins sur les podiums et puis il y a l'envers du décor, les coulisses où nous nous sommes rendus. Regardez. Dans une salle bondée, mannequins, maquilleurs, coiffeurs, quelques heures avant le défilé. Oui, c'est speed. Mais bon, chez Maniche, c'est une mixité assez merveilleuse. Et ça fait partie des shows les plus créatifs de Paris, quoi. Manish Arora, créateur indien originaire de Bombay, a fondé sa maison il y a près de 20 ans. Il défile à Paris depuis 2007. Are you okay? Nice fluffy. She's just with the makeup artist. En coulisses, tout le monde s'active. Dernière retouche, dernière vérification sur l'ordre de passage des différents looks. En salle non plus, rien n'est laissé au hasard. Éclairagistes, techniciens son, en tout, des dizaines de personnes sur le pont, sous la direction de la productrice du défilé. Un défilé, c'est pas juste une trentaine de mannequins, c'est une dizaine de métiers confondus, tout cela pendant une journée, et ils ont chacun leur métier, leur poste, et tout est bien contrôlé, tout est bien chronométré. Parmi ces métiers, celui de décorateur. Et pour trouver celui que les plus grandes marques s'arrachent, il faut quitter la capitale. C'est ici, en Essonne, qu'Antonio Martins nous montre l'envers du décor. Là, nous sommes chez One Event, une société où nous fabriquons pas mal de décors pour différentes grandes marques. Et là, c'est l'atelier de construction. Antonio décore un tiers des défilés de la semaine de la mode. Son entreprise réalise 70% de son chiffre d'affaires pendant cette période. C'est la semaine la plus stressante de l'année, celle où il faut se plier aux exigences de dernière minute des clients. Sur un défilé où tout le décor était préparé, et le créateur a vu une émission de télé, il s'est dit c'est ça que je veux pour mon défilé de demain. Et donc on a eu la nuit et le lendemain pour tout refabriquer. Mais la réussite d'un défilé ne tient pas seulement à son décor. On parle de succès quand le show affiche complet. Et pour s'assurer que les plus grands noms répondent présents, rien de mieux que de les inviter personnellement. C'est pourquoi de nombreuses marques font appel à la plume de Nicolas Ouchnir, calligraphe. Là, je suis en train d'écrire les adresses de gens qui sont invités à un événement qui est organisé par Lacoste pour la dernière collaboration avec Jean-Paul Goude. On a choisi d'écrire avec l'écriture de Jean-Paul Goude, qui est l'écriture des Galeries Lafayette. Et ensuite, on envoie donc sur des grands fichiers comme ça, donc, tous ceux qui sont invités. Retour au défilé de Manish Arora. La salle est comble, le show peut commencer. Des mois de travail s'accomplissent en 10 petites minutes. Et le succès est au rendez-vous. Manish Arora savoure, et avec lui, des dizaines de travailleurs de l'ombre, ceux sans qui les défilés ne verraient jamais le jour. Et les défilés, Kenza Sadoun El Glaoui les connaît bien. Bonjour Kenza. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous n'êtes pas sur les podiums, mais vous connaissez tout de la mode à tel point que votre blog, la revue de Kenza, est devenue une référence dans le milieu. D'abord, c'est votre activité principale? Tout à fait, j'ai démarré il y a 8 ans et puis par la force des choses, c'est devenu mon métier à plein temps. Vous êtes courtisé par les grandes marques, par les grandes maisons pour votre blog? Oui, courtiser, oui, si on peut appeler ça comme ça. En réalité, je bosse main dans la main avec des marques. C'est un échange de bons procédés également, parce que moi, ça me permet du coup de mettre en avant des belles marques que j'apprécie et que j'ai toujours regardées de loin. Et puis de leur côté, ça leur permet d'avoir de la visibilité. Vous diriez que les blogueurs, en général, ont une influence sur l'industrie de la mode? Alors je ne dirais pas que les blogueurs ont une influence sur l'industrie de la mode, parce qu'on se sert aussi de la mode, nous, pour pouvoir naître ou renaître d'une certaine manière. Je dirais par contre qu'effectivement, tout le domaine de la mode voit un bouleversement depuis quelques années. Vous voyez, on fait appel aussi bien à des journalistes qu'à des blogueurs ou des influenceurs aujourd'hui. Alors vous suivez toutes les Fashion Week et notamment la Fashion Week de Paris. Est-ce qu'il y a des codes à respecter, notamment dans les défilés?
Il y a un espèce de jeu qui se met en place entre les photographes qui sont à l'extérieur des défilés, qu'on appelle les street stylers, pardon. C'est les photographes que vous voyez en masse qui prennent les photos de toutes les rédactrices, tous les acteurs de la mode qui vont au défilé. Donc c'est vrai que le jeu, c'est de s'habiller, de se faire remarquer, en profiter pour échanger. Bon, et évidemment, regarder le défilé. Et un défilé, finalement, ça sert à quoi ? Un défilé, alors ça sert à décrypter les futures tendances et à voir finalement ce qui va se retrouver en magasin pour le grand public. Quoique maintenant, vous avez beaucoup de défilés qui vendent immédiatement après avoir exposé leurs vêtements sur le podium. Merci beaucoup Kenza et à très vite sur votre blog La Revue de Kenza. C'est la fin de 7 jours en France. Merci à vous de l'avoir suivi. À très vite sur France 24. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Musique en exil est le premier album du groupe Songhoy Blues. Les 4 Maliens ont choisi le blues, la musique la plus à même de raconter leur tragique histoire. Tout a commencé quand des extrémistes islamistes ont décidé d'interdire la musique à Tombouctou, la ville natale du chanteur Aliou Touré. Il a dû alors fuir à Bamako, la capitale, plus au sud. C'est là qu'il a rencontré les autres membres du groupe. Les Songhoy Blues mélangent les rythmes et les sons des différentes régions maliennes, mais ils avouent aussi avoir été influencés par le rock de Jimi Hendrix et d'autres groupes occidentaux. Reportage. Des rêves plein la tête et l'espoir que la paix revienne sur leur terre natale, le Mali. Ces jeunes musiciens viennent du nord du pays, de Tombouctou, Diré, Gao. En 2012, la région tombe entre les mains des islamistes. Sous la charia, toute activité culturelle est interdite. Il y a eu des localités où on a vu des gens, on les a coupé la main, on les a châtiés sans coup de fouet, vu tous ces genres de choses. Moi, je sais que surtout si j'ai resté au nord, je ne pourrais pas rester sans pourtant jouer ma guitare ou sans pourtant aller jouer au football. Les terroristes, ils savent la puissance de la musique. Parce que la musique, c'est porteur de messages, d'amour. La musique, ça libère. La musique, ça enseigne les peuples. Donc des pays comme le Mali où la majeure partie de la population n'ont pas l'accès à l'école. Et la musique peut servir à éduquer. Face à la censure et à la répression, difficile pour la population de survivre. Quand il y a de la musique, quand les artistes jouent, toutes les activités économiques environnantes vivent de ça. Le boutiquier en face, du cabaret, qui vend de la cigarette, des cartes de recharge, le gars qui vend du carburant à côté, les serveuses qui travaillent, la sécurité. Donc quand la musique meurt, il y a toute cette industrie-là qui s'effondre avec. Comme des milliers d'autres, Aliou, Garba, Oumar et Nathanaël fuient vers le sud et se réfugient à Bamako. Ils forment un groupe de musique, les Songhoy Blues. On a décidé de ne pas croiser les bras, de faire quelque chose pour le Nord, parce que tous les jeunes de notre âge à l'époque, ils sortaient, ils manifestaient dans les rues. Quand on voyait même des cortèges de militaires qui venaient passer, on les dit avec les slogans « Allez-y au Nord, le Nord occupé ». Des cabarets de Bamako aux tournées mondiales. En 4 ans, les Songhoy Blues se font connaître aux États-Unis, à Hong Kong et ici à La Réunion. Ils viennent de sortir un premier album intitulé « Musique en exil ». Leur histoire fait même l'objet d'un documentaire. Les soldats défendent ce pays avec leur Kalachnikov. Les instruments sont Kalachnikov. La plupart de nos messages, c'est pour dire à la jeunesse malienne et la jeunesse africaine surtout qu'on peut y croire. Parce que pour beaucoup de personnes, l'Afrique c'est la guerre, l'Afrique c'est la famine.
mais on a autre chose à présenter. On a notre culture qui est très riche. La vie, c'est la joie de vivre. La vie n'est pas possible sans la musique, sans le sourire, sans l'amour. On veut transmettre ces mots d'amour-là au peuple, parce que c'est ce qui nourrit les relations entre humains. Après la guerre, dans mon village. La sécurité au Mali est aujourd'hui assurée par les forces africaines et l'ONU. Mais des poches de résistance persistent dans le nord. Les Songhai Blues, eux, espèrent un jour rentrer chez eux et retrouver leur famille. À La Ressort, la même famille fabrique depuis 6 générations le makila, une canne dont l'existence remonte au 5e siècle. Ce bâton en basque est constitué d'une branche de néflier ornée de métal gravé et renferme la fameuse pointe sous son pommeau. C'était aussi une arme de défense. Charles de Gaulle, Jean-Paul II, Charlie Chaplin, tous les grands de ce monde ont reçu un makila en cadeau. Et depuis 4 ans, un artiste l'a totalement revisité pour créer le bâton du 21e siècle, du travail du bois en forêt au geste précis de l'atelier. Code 24 vous fait découvrir ce soir ce pilier de la culture basque. C'est bien plus qu'un simple bâton de marche. C'est un pilier de la culture basque. Quand un Basque il offre un makila, c'est très important pour lui. C'est comme s'il offrait le Pays Basque en entier. Nos ancêtres disaient ça, que c'était l'équivalent de la Légion d'honneur du Basque. On a la chance de voir des clients qui viennent avec des maquilas qui ont 100 ans, 120, 130 ans, qui viennent nous les faire réparer. Pour nous, c'est une fierté de reprendre des maquilas qui ont été faits par les ancêtres. À La Ressort, depuis plus de 2 siècles, une seule famille fabrique le makila, le bâton en basque. Une canne en bois ornée de métal gravé. Un objet qu'on se transmet de génération en génération depuis le Xe siècle. Il faut 3 jours pour fabriquer un makila. Chaque pièce est unique. Alors ici, vous avez la partie qui est cachée dans le makila. C'est ce que l'on appelle la pointe, c'est l'arme en fait. Le makila, c'est un bâton de marche qui pouvait servir comme arme de défense. Il marchait, il rencontrait des bêtes sauvages, des brigands. Parfois, il fallait se défendre. Parce qu'il frappait d'abord avec le bas, et ensuite il dévissait pour finir le travail. Sur l'établi voisin, tel un joaillier, Jean-Louis Bergara grave la virole, une plaque de métal qui habille les 2 extrémités du bâton. Alors, il y a une virole qui se situe dans la partie supérieure du makila. Cette virole va être accrochée à la pointe. Le pommeau vient se visser sur la pointe et puis fait corps après avec la virole. La virole, donc, elle est roulée sur un mandrin, comme ça. Et après, c'est ciselé avec des petits poinçons que nous faisons nous-mêmes. On fait comme ça, on répète. C'est ce qu'on voit en Tunisie, au Maroc, quand ils font les plateaux. C'est un peu le même travail, le même métier. Alors là, je suis en train de graver un papillon avec une pointe sèche. Il faut reprendre le dessin et avec ce qu'on appelle une échoppe, on taille le dessin qu'on a fait. Un travail de précision qui a forgé la renommée des makilas. Ils ont été offerts aux grands de ce monde, Jean-Paul II, Charlie Chaplin, Charles de Gaulle et tous les présidents de la Ve République, sans exception. Et si ces bâtons ont acquis un tel prestige, c'est aussi grâce à son bois, le néflier. Au printemps, Charles Bergara sillonne les forêts du Pays Basque à la recherche de cette essence de plus en plus rare. Alors pourquoi ils ont choisi le néflier, mes ancêtres? Il fallait qu'il soit très solide et qu'il ne casse pas, qu'il ne brise pas. Et ce bois-là, au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, il ne va pas briser. Cela fait près de 80 ans qu'il fait ce geste. C'est la scarification.
Avec cet outil maison, il trace un dessin à même le bois vivant. Et ces outils sont fabriqués par nous. Et ce type d'outil a été inventé par moi, j'avais 12 ans. Je voyais qu'il y avait une possibilité de faire mieux et plus vite. Lors de la cicatrisation, le dessin se forme naturellement. Ces branches seront ramassées l'hiver prochain, puis sécheront pendant 15 ans dans le grenier des Bergara. Le néflier sera confié à la génération suivante et deviendra maquila. Mais il a un inconvénient formidable, il met des années à pousser. Par exemple, celui qui est là, par exemple, voyez, il faut entre 10 et 20 ans. Voilà. Alors nous, longtemps, nous avons travaillé avec les maquilas qu'avait fait mon grand-père. Et puis moi maintenant, je laisse les maquilas faire pour celui qui viendra me succéder. De l'autre côté de la frontière, dans les Pyrénées espagnoles, un lointain cousin des Bergara bouscule la tradition. Il a imaginé un bâton du XXIe siècle. Une canne aux lignes épurées qui marie artisanat et haute technologie. On travaille avec des alus qui sont utilisés dans l'aéronautique. Parce qu'au Pays Basque, il faut savoir qu'on a une grosse industrie aéronautique autour des moteurs d'hélicoptères, de l'aviation. Donc voilà, je voulais reprendre ces procédés utilisés dans l'industrie, mais pour les adapter au monde de la création artisanale. Dans ces maquilas, la fibre de carbone et le Kevlar ont remplacé le bois. Ils sont tous nés sur ordinateur, modélisés en 3 dimensions. Et ici, c'est une graveuse numérique qui remplace la main de l'homme. Là, on est sur du marquage à la pointe diamant. C'est plus fin, plus subtil dans les détails. La toute dernière création de Panchoa Bergara s'éloigne plus encore de la tradition. Cette fois, il ose la couleur. J'ai eu l'idée de demander à des artistes pyrénéens, si vous voulez bien, créer donc ces maquilas, mais entièrement plaqués argent. Et donc là, on va arriver sur... voilà, bon, des maquilas. C'est beau, ça me touche. C'est la fin de cette édition. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à la semaine prochaine.